L'Europe ne nous a pas fait de cadeaux. Elle nous a utilisés. Maintenant, elle veut nous sacrifier. C'est par ces mots puissants que Viktor Orban a secoué l'audience à Rakev lors du forum Vokaes 2025. Dans un discours sans filtre, il dénonce l'agenda caché de Bruxelles, alerte sur les risques d'une guerre imposée à l'Europe centrale et affirme que le temps des nations souveraines est revenu. Mais ce n'est que la surface du message. Ce qu'il dit sur l'adhésion de l'Ukraine, la stratégie énergétique de l'UE et les manipulations géopolitiques pourraient bien changer la donne pour les années à venir. Restez bien jusqu'à la fin. Ce discours cache une stratégie plus profonde que ce que les médias veulent bien vous montrer. Ce que vous allez entendre pourrait faire vaciller vos certitudes. Je pense que nous restons sans voix, n'est-ce pas? Et croyez-moi, moi aussi, très soudainement. Eh bien, nous accueillons le Premier ministre, et je suis heureux qu'il soit parmi nous. Et j'espère qu'il partagera aussi ses pensées, puisqu'il est ici. Merci. Il semblait que j'allais être l'invité de la soirée, mais je salue le Premier ministre de la Hongrie parmi nous, Viktor Orban. Bonne journée, Harry. Bonjour, je vous salue respectueusement également. Je me suis demandé ce que je dirais si on me demandait ce que je fais ici. Et j'ai imaginé toutes sortes de réponses astucieuses. Je demande à Benz si c'est vrai qu'il sera le procureur général, car c'est ce que j'ai lu à son sujet. L'opposition l'a désigné. Parenthèse fermée. Mais la vérité est que, quand je termine plus tôt que prévu, je veux dire le travail de bureau, d'1h30 environ, et qu'il y a un forum public de l'un de nos représentants quelque part autour de Pest à une distance accessible. J'ai l'habitude de m'y rendre astucieusement en passant par les jardins. Où étais-je la semaine dernière? J'étais peut-être à Pilivorosvar la dernière fois. C'est ainsi que je suis arrivé ici parmi vous. Je vous remercie beaucoup de m'avoir accueilli avec tant de chaleur. Je suis dans une situation difficile maintenant, car il s'avère que ce que je vais dire va directement à l'encontre de ce que les orateurs précédents ont dit, que je n'ai pas pu entendre. Je vois ici des visages familiers. Je salue respectueusement mon ancien ami, l'ancien maire. Et je vois aussi des personnes que j'ai pu rencontrer lors de ma dernière visite à Rakev, qui ne date pas d'hier. Karksi, c'était quand? Eh bien, c'était encore en 2002. Oui. Nous avons donné une plaque commémorative vivante entre les tracteurs. Inversé ici le destin d'un mandat imaginaire. Nous étions là aussi en 2006. C'est ça. 2006 est aussi dans mes souvenirs comme le dernier. Mais le grand exploit était vraiment en 2002, quand vous vous souvenez que lors du premier tour, il fallait déjà attraper le manche de la hache perdue. Au deuxième tour, il fallait attraper le manche de la hache perdue. Et ici, grâce à vous, nous avons vraiment réussi à renverser la situation avec un énorme sprint final, mais nous n'avons pas pu empêcher que, pour le dire élégamment, l'ancien régime, ou moins élégamment, que les communistes reviennent, et ils sont effectivement, revenus. Karksi, je suis heureux d'être ici, mais j'ai aussi rendu visite à Zoltán lors des élections européennes, et peut-être aussi lors des élections parlementaires de 2022. Et j'étais là en 22 également. Je me souviens d'un bâtiment de manoir fantastique, où nous étions très nombreux, nous avions à peine de la place. Nous étions presque sur le point de déborder, il y avait tellement de monde. Et c'était une réunion électorale fantastique, le dernier ou l'avant-dernier jour, que je tiens à remercier, encore une fois, à tous. Il est très rare d'avoir une expérience, comme celle que j'ai eue, la dernière fois que nous nous sommes rencontrés. Eh bien, Karksi, je ne sais pas ce que tu attends de moi. Mais vous pouvez voir qu'il y a un changement ici. En fait, si je vois bien, je ne sais pas si cela a été officiellement annoncé, mais il y a un changement de génération ici, comme vous pouvez le voir, donc je pense que vous le remarquez. Je voudrais remercier Karksi pour le travail qu'il a accompli ici en tant que président de circonscription, candidat et député au cours de la dernière décennie. Si je me souviens bien, Karoli. En 90, n'est-ce pas? 90, c'est bien ça, 90. J'ai dit à l'entrée, monsieur le Premier ministre, je suis le soldat de Viktor Orban depuis 90. Je voudrais demander au général de ne pas le libérer de la tranchée. Parce que oui, c'est simplement un autre type de service. Donc depuis 90, Karoli vous sert ainsi que notre communauté politique.
Eh bien, il y a eu de très beaux moments et aussi des périodes très difficiles, si vous vous en souvenez. Et nous avons certainement appris, je pense que je peux le dire en ton nom aussi, Caroli, qu'en fin de compte, cela dépend de nous, si nous aurons de beaux moments ou des moments tristes. Parce que la politique est telle qu'aucune victoire n'est garantie. Donc, celui qui pense qu'il va sûrement gagner peut être sûr qu'il va perdre. Et celui qui pense qu'il peut remporter la victoire avec peu d'efforts sera également surpris à la fin. Parce qu'on apprend toujours que pour une petite victoire, il faut travailler exactement autant que pour une grande victoire. Donc, si on n'y met pas toute son énergie, même si on semble être un favori dans la course politique, on finira par perdre. Donc, c'est à nous de décider si nous mettons l'énergie nécessaire, la détermination, l'effort, si nous croyons en la force de l'amour et de l'unité, et si nous changeons le monde ou non. Et si ce n'est pas le cas, alors toutes sortes de problèmes surviendront. Puisque j'ai mentionné Caroli, qui est membre du Fidesz depuis 1990, cela signifie qu'il a également participé à notre défaite électorale de 2002, à notre victoire de 1998, à notre défaite de 2002, puis aux 8 années passées dans l'opposition et ensuite à 10. Je n'arrive même plus à dire combien de temps. Il y a des gens, je ne sais même pas s'ils étaient déjà nés à l'époque. Donc il a également fait partie de ces 10, quelques années de gouvernance continue. Je ne suis pas venu ici pour vanter notre propre cheval, mais tout le monde ici pourrait réciter de mémoire les 4 ou 5 choses que la Hongrie a accomplies au cours des 15 dernières années. Je le dis avec une modestie appropriée, mais peut-être au grand étonnement du monde. Nous sommes encore dans une Europe qui s'éloigne de ses racines chrétiennes et de ses sentiments nationaux. Et pourtant, nous avons une constitution chrétienne fondée sur des bases nationales. Ainsi, nous ne nous éloignons pas de nos racines, mais nous voulons les renforcer. Tout de même, tout le monde peut se rappeler de mémoire que la Hongrie est un pays sans migrants, ce qui est aujourd'hui très rare en Europe. Et quand je discute avec mes collègues des plus grands problèmes là-bas, j'entends dans leurs paroles qu'ils donneraient leur bras droit pour être là où est la Hongrie, pour n'avoir laissé entrer aucun migrant. Car chez eux, la situation est telle que les migrants commencent lentement à occuper leur pays. Donc, nous avons également créé une Hongrie sans migrants, malgré les vents contraires au cours de la période récente. Nous avons créé le seul système économique centré sur la famille en Europe, où la base de l'économie n'est pas l'individu, mais s'il y en a, une famille, une communauté, que nous prenons en compte lors du paiement des impôts, de la détermination des cotisations. Donc, lorsque l'État exprime son respect envers les parents, les mères, les pères, non seulement en parole, comme on le disait autrefois, au sens moral, mais aussi matériellement. C'est particulièrement important après la fête des mères, et si le bon Dieu nous aide, donc nous mettrons en œuvre le plus grand programme de réduction d'impôts d'Europe. Dans les mois à venir, les mères qui ont au moins 2 enfants, qui ont pris la responsabilité d'au moins 2 enfants, n'auront plus à payer d'impôts pour le reste de leur vie. Donc, nous avons fait quelque chose d'important, que nous pouvons tous énumérer de mémoire. Mais nous ne sommes pas réunis pour les répéter, mais plutôt, si je peux parler, je voudrais discuter de ce que nous voulons faire cette année. Cette année, nous voulons accomplir 10 choses. Nous les avons annoncées au début de l'année. Il se passe tellement de choses que l'on ne se souvient plus exactement de ce qui s'est passé il y a 3 mois. Je vais simplement énumérer les 10 choses que nous voulons absolument réaliser cette année. Cela comprend 5 choses de nature économique et 5 de nature politique. En ce qui concerne l'économie, régulation des prix. Nous souffrons tous de l'inflation galopante et des prix de l'énergie qui ont explosé à cause de la guerre, ainsi que de leur impact sur tous les produits en magasin. Donc, nous sommes obligés d'intervenir dans la fixation des prix et nous avons introduit une régulation des marges. Demain, il y a une réunion du gouvernement. Ce matin, il y avait une préparation de la réunion du gouvernement. Nous avons déjà introduit une régulation des marges pour les produits alimentaires. Demain, nous prendrons une décision concernant la régulation des marges pour les articles industriels. Et nous n'autoriserons pas une marge supérieure à 15% pour les articles industriels non plus. Nous avons l'intention de mettre en place cette année le système de remboursement de la TVA au profit des retraités. Demain, nous déciderons également de la manière dont cela se fera. Cela se fera probablement sous la forme d'un bon alimentaire. Cette année, nous allons lancer 100 nouvelles usines. Mais après que les données économiques du premier trimestre se sont avérées désastreuses, nous avons décidé qu'il ne fallait pas lancer 100, mais 150 usines. Les 100 usines étaient déjà prévues. Actuellement, nous sommes en train de rassembler les 50 suivantes
Nous allons allouer 1400 milliards de forints aux petites et moyennes entreprises dans le cadre du programme Demyan Sandor. Demain, les premiers 30 milliards de forints seront débloqués après la décision du gouvernement. Pour les petites et moyennes entreprises, cela fonctionne pour chaque forin investi. Le gouvernement en donne un autre. Les petites entreprises opérant dans les régions les plus pauvres du pays qui en bénéficieront, puis nous avancerons. Et voici la réduction d'impôts pour les maires, dont j'ai déjà parlé. Nous en parlons encore, mais à partir du 1er juillet, nous augmenterons de 50% la réduction d'impôts pour les enfants. Cela signifie que cela sera ressenti pour la première fois dans les salaires d'août. En octobre, l'exonération fiscale, à vie pour les mères de 3 enfants, entrera en vigueur. À partir du 1er janvier, nous augmenterons de 50% la réduction fiscale pour les enfants et les mères de moins de 40 ans ayant 2 enfants entreront dans le cercle des exonérés fiscales à vie. C'est ce qui se passe dans l'économie. En politique, il y a aussi 5 choses. L'Ukraine, mais je voudrais en parler séparément. Il y a ici une affaire, c'est le moment, le Pride, en hongrois. Cela signifie que nous mettons la protection des enfants en première place. Nous comprenons tout. La liberté de réunion est très importante, mais aucune liberté ne peut précéder la sécurité nécessaire à la protection de nos propres enfants. C'est pourquoi nous élaborons les lois nécessaires à cet effet. Demain, le gouvernement discutera de la proposition des députés, soumise par nos collègues députés, visant à mettre sous contrôle les organisations financées de l'étranger qui se disent civiles. Une loi sur la transparence est en cours de préparation. Les Américains, si vous vous souvenez de l'USAID, le président Trump, a renversé ce système. Nous allons maintenant rendre impossible sa formation en Hongrie. Nous avons lancé une chasse aux trafiquants de drogue. Je pense que les résultats de cela sont déjà visibles. Soutien aux petites communes, soutien aux bars, soutien aux magasins dans les communes de moins de 2000 habitants et rénovation d'au moins 100 églises de village cette année. C'est donc notre programme de soutien aux petites communes. Mais l'essentiel finalement, c'est que nous avons pris cet engagement. Nous devons le réaliser. En décembre, Karoli viendra et fera un rapport. Il prendra la responsabilité à ma place pour voir si les 10 choses que nous avons promises se réalisent. Actuellement, les données économiques du premier trimestre n'étaient pas bonnes. Donc j'ai dû rapidement réaffirmer que malgré les vents contraires, nous réaliserons ces 10 choses cette année de toute façon. Mais l'affaire la plus importante et la plus urgente en ce moment, c'est l'Ukraine. Je pense que les orateurs précédents en ont déjà parlé. Je vais juste dire quelques mots sur ce que j'ai vu aujourd'hui. Aujourd'hui, 2 choses se sont passées concernant l'Ukraine. La première, c'est que nous avons ce fameux ami commun, M. Weber, que j'ai appelé de manière un peu impolie, simplement R. Weber, dans mon poste d'aujourd'hui. Donc, voici M. Weber, qui a tenu aujourd'hui une conférence de presse où il a déclaré qu'il fallait absolument intégrer l'Ukraine sur une voie rapide. Il a même dit qu'après que la Hongrie soit membre de l'Union européenne depuis 20 ans, c'est une grande chose. Je pense qu'il y a une part de vérité là-dedans, et on ne peut pas non plus exclure les Ukrainiens. Et j'ai dû lui rappeler que nous n'avons pas été acceptés pour nos beaux yeux, mais parce que cela en valait la peine, pour eux. Pour ceux qui étaient déjà dans l'Union européenne, ils ne nous ont pas fait une faveur. Ils n'ont pas exercé un geste chrétien envers les Hongrois. Ils ne voulaient pas compenser la politique ouest-européenne qui nous a souvent trahis au cours du dernier millénaire. Ce n'était pas de cela qu'il s'agissait. Il ne s'agissait pas de motifs moraux. Il s'agissait simplement du fait qu'il était avantageux pour eux d'intégrer les pays d'Europe centrale, y compris la Hongrie. Les Polonais ont un jour fait le calcul. J'ai participé à un tel débat lorsque le Premier ministre polonais a soulevé ce point. Il a rappelé de sa mémoire que, selon les calculs polonais, 80% des fonds provenant de l'Union européenne retournaient dans l'économie des pays d'où l'argent provenait initialement. Donc nous sommes quittes, a dit le Polonais. Nous ne nous devons rien. Ne vous comportez pas comme si vous nous aviez fait une faveur en nous acceptant. Aujourd'hui, j'ai donc dû rappeler à M. Weber que nous avons été acceptés, parce que c'était une bonne affaire pour ceux qui étaient déjà à l'intérieur. Et je vous le dis honnêtement, si l'adhésion de l'Ukraine était une bonne affaire pour nous, je la soutiendrais. Mais l'adhésion de l'Ukraine est une mauvaise affaire. Et je ne vois pas pourquoi nous devrions conclure une mauvaise affaire. Nous voulons agir exactement comme on a agi envers nous. Ceux dont l'adhésion est une bonne affaire pour nous, qui sert nos intérêts, doivent être soutenus. C'est pourquoi, par exemple, je soutiens l'adhésion de la Serbie à l'Union européenne. L'adhésion de la Serbie à l'Union apporte d'énormes avantages économiques pour la Hongrie. En revanche, l'adhésion de l'Ukraine ne l'est pas, car l'Ukraine va en réalité mener l'Europe à la faillite, et principalement les pays d'Europe centrale. J'ai entendu d'une oreille que l'un d'entre vous a parlé ici de l'agriculture. Imaginez que la superficie agricole de l'Ukraine représente 40% de toute la superficie agricole de l'Europe.
dans un seul pays. Cela signifie que le système actuel de subventions agricoles est condamné. Cela ne pourra pas être maintenu. De même, les fonds destinés au développement des pays d'Europe centrale iront sans exception jusqu'au dernier centime en Ukraine, car c'est un pays en faillite. Je ne veux pas les critiquer, je ne suis pas venu pour les dénigrer, mais le fait est qu'un pays qui ne peut pas se tenir sur ses propres pieds est soutenu par l'Occident. Et que font les Européens? Ce qu'ils font principalement, et pour savoir si ce qu'ils font est bon ou non, il faut le comparer à ce que font les Américains. Si je simplifie trop, je m'en excuse. Je ne veux pas non plus offenser les Américains, ni vous, mais les Américains sont partis. Ils ont dit que c'est formidable. Voici cette guerre. Ces deux-là ne peuvent manifestement pas se mettre d'accord. Les Européens soutiennent la guerre. Eh bien, je leur souhaite bonne chance. Quant à eux, ils ne donneront plus d'argent ici. Mais avant de partir, ils ont signé un accord pour emporter les ressources minérales avec eux, mais ils ont dit que si l'Ukraine veut coopérer avec les États-Unis, cela doit avoir une base d'intérêt économique mutuel, et ils ont conclu un accord. Et nous, les Européens, nous restons là, comme à un mariage, à regarder autour de nous. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et nous avons constamment des dirigeants qui veulent envoyer 40, 50, 60, qui sait combien de milliards d'euros à l'Union européenne. Donc, je pense que l'Union européenne veut, en gros, que nous, les Européens de l'Est, payions pour l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. La deuxième chose qui s'est passée aujourd'hui, c'est une réunion à Bruxelles, dont j'ai reçu des informations de première main lors d'une conversation téléphonique, en venant ici, dans le véhicule. Il faut dire élégamment que le fait de nous jouer un mauvais tour s'appelle élégamment Repower EU. Repower EU, cela signifie réénergiser l'Europe. C'est une proposition, un plan dont le but serait de rendre le prix de l'énergie moins cher dans l'Union européenne. En comparaison, la proposition concerne les moyens et les délais dans lesquels ils rendent assez rapidement impossible l'achat de gaz et de pétrole en provenance de Russie. De plus, ils veulent également interdire l'utilisation d'éléments combustibles russes dans la centrale nucléaire de Pax. C'est un grave danger. Donc, si cela se réalise, cela signifie qu'ils renverseront le système de soutien aux charges en Hongrie. Alors nous aurons des soucis et nous devrons trouver une solution, car nous pourrions nous retrouver dans une grande difficulté. Maintenant, le soutien aux charges est une vieille affaire. Si je me souviens bien, nous l'avons introduit en 2013. Il est presque intégré dans le budget des familles. Nous ne remarquons même pas qu'il existe. Ce qui est naturel. Mais en politique, nous disons que ce qui est n'est pas. Donc, comme les gens l'ont déjà réalisé, ils disent que n'en parle pas, c'est déjà une partie de notre vie. Dans le cas de la Hongrie, cela signifie que j'achète un cube Kadar. Il y en a aussi ici, encore des maisons comme ça du socialisme. J'achète un cube Kadar. Pendant la saison de chauffage, les charges de celui-ci, c'est-à-dire le gaz et l'électricité, s'élèvent à environ 260 000 forints. En Slovaquie, c'est 460 000, en Pologne, 860 000. Donc, si nos possibilités d'approvisionnement en gaz et en pétrole en provenance de Russie sont renversées, si cette possibilité est bloquée, si on ne nous permet pas d'utiliser des éléments combustibles russes dans la centrale nucléaire de Pax, alors nous ne pourrons pas maintenir la réduction des charges. Financièrement, cela ne sera pas possible, car nous devrons alors nous approvisionner en énergie ailleurs et à un coût beaucoup plus élevé. Donc je veux juste vous dire qu'un simple appel téléphonique avec Bruxelles, même un mardi, après-midi tranquille, comporte de tels risques. Donc il s'agit de choses sérieuses. Nous avons besoin d'un gouvernement qui défend les intérêts nationaux de la Hongrie et qui essaie de protéger les résultats que les Hongrois ont difficilement accumulés au cours des 15 dernières années. Si nous n'avons pas un tel gouvernement, si nous n'avons pas de gouvernement national, alors ces choses-là, une Hongrie sans migrants, une économie centrée sur la famille, la protection des tarifs, les fonds de l'UE ne vont pas en Ukraine, mais restent en Hongrie. Nous ne pouvons pas les défendre, nous ne pouvons pas les maintenir. Voilà où nous en sommes à peu près. Maintenant, après cela, il faut poser la question de savoir s'il existe en Hongrie, en dehors de nous, une force politique capable de le faire. Je suis triste d'annoncer que non. Je ne sais pas si vous avez pu suivre ou si vous le vouliez. À ceux dont nous voyons la tension artérielle, je recommande de jeter un œil de temps en temps à l'heure des questions immédiates au Parlement. C'était aussi le cas lundi, où j'ai dû dire clairement et directement que la situation est telle qu'il n'existe en Hongrie qu'une seule alliance de partis basée sur les intérêts nationaux. C'est l'alliance du Parti populaire chrétien-démocrate et du Fidesz, une force politique civique, nationale, conservatrice et chrétienne. Toutes les autres forces ne servent en réalité pas les intérêts nationaux, mais Bruxelles. Et bien sûr, je n'aime pas utiliser des mots forts, mais j'ai dû dire au Parlement que les agents de Bruxelles sont assis ici. Donc, tous les autres partis, même le nouveau, qui
porte astucieusement le nom d'une rivière hongroise, mais ne nous trompe pas, représente en réalité les intérêts de Bruxelles en Hongrie. Et la situation est telle que nous devons gagner les élections, au-delà du fait que nous pensons tous qu'il vaut mieux gagner que perdre. Car gagner est bien, mais nous devons aussi gagner les élections, parce que si nous ne pouvons pas gagner les élections l'année prochaine, alors ce ne sera pas un gouvernement national qui dirigera la Hongrie, mais un gouvernement que Bruxelles nous imposera et qui nous forcera à accepter toutes les exigences que Bruxelles impose aujourd'hui à la Hongrie. Nous sommes en conflit et en désaccord avec Bruxelles sur la question des migrants. Chaque jour, nous payons 1 million d'euros parce que nous ne laissons pas entrer les migrants, ce qui est bien sûr beaucoup d'argent. Bien sûr, nous ne le payons pas, je suppose que non. Mais ils essaient de nous le déduire d'une manière ou d'une autre. Mais 1 million d'euros, c'est beaucoup d'argent. Mais je peux vous assurer que si les migrants entrent en Hongrie, cela coûtera beaucoup plus cher que 1 million d'euros par jour. De plus, cela ne pourra jamais être annulé avec quelque somme d'argent que ce soit. C'est pourquoi nous devons résister à Bruxelles et à ses agents hongrois lorsqu'il s'agit de migration. De même, j'ai déjà parlé de la réduction des charges. Bruxelles veut que nous augmentions le prix de l'énergie, car ainsi la compétitivité des entreprises hongroises, qui provient de l'énergie moins chère, serait perdue. Et alors, dans la compétition pour les marchés, les Hongrois seraient désavantagés. Ils ne veulent pas abolir le système de retraite, ni la 13e pension mensuelle parce qu'ils sont méchants. Même avec les pires suppositions, nous ne pouvons pas dire cela d'eux, mais il s'agit de savoir comment nous finançons la 13e pension mensuelle. Ils n'ont pas à savoir, ils doivent recevoir la 13e pension mensuelle. Je dois savoir son origine. Elle vient de la taxation des multinationales, c'est la situation. Donc, taxons les multinationales en Hongrie, collectons l'argent de là et l'envoyons pour la 13e pension mensuelle. Si Bruxelles réussit à nous faire retirer ces taxes, car elle le demande chaque semaine, elle exige l'abolition des taxes sur les commerçants, les entreprises énergétiques et les banques. Si elles sont retirées, nous ne pourrons pas payer la 13e pension mensuelle, donc nous devons aussi résister là-bas. Et c'est aussi la situation avec l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Donc, je ne peux que dire que cette élection est encore loin, 11 à 12 mois. Mais je pense qu'il faut déjà alerter les gens comme nous, de sensibilité nationale et chrétienne bourgeoise, que ce n'est pas un jeu. Il y a des enjeux sérieux sur la table. Et si nous, les Hongrois, ne sommes pas prêts, nous allons en pâtir. Et non seulement nous allons en pâtir, mais nous attraperons une pneumonie. Et seul le bon Dieu sait si nous nous en remettrons. Donc, le mieux est de ne pas tomber malade. Nous sommes vigilants et nous agissons à temps pour éviter des changements auxquels nous avons déjà été confrontés ces derniers temps. La première étape pour que cela ne se produise pas, et pour protéger ce que nous avons accompli ces dernières années, s'appelle Vox 2025. C'est la première grande étape politique sur le chemin de la victoire électorale. Nous devons rendre ce Vox 2025 clair et explicite, car il s'agit ici d'une question cruciale pour la Hongrie. Les 15 à 20 prochaines années décideront si l'Ukraine nous est imposée, et poussée dans l'Union européenne ou non, et nous devons empêcher cela, et nous pourrons l'empêcher. Je ne dis pas que ce sera facile, mais ensuite nous pourrons également gagner les élections parlementaires. Eh bien, je suis venu vous apporter cette nouvelle, une fois de plus. Je suis reconnaissant pour l'accueil chaleureux que vous m'avez réservé. Je ne dois pas seulement remercier pour le soutien apporté à Carolie au cours des 35 dernières années, mais je dois également vous remercier pour le soutien que j'ai reçu de votre part récemment. Donc, je remercie pour chaque mot aimable, chaque prière, chaque encouragement, chaque tape sur l'épaule. Je suis heureux que vous m'ayez écouté. Nous sommes à un forum et l'essence du forum est que nous discutons, posons des questions et répondons. Et nous avons cette opportunité ce soir aussi. Allez-y, je vous en prie. La parole est à vous. Tout d'abord, les lunettes de base. Merci beaucoup. Je m'appelle Koporti Amer. Je ne suis même pas venu d'aussi loin. Tout d'abord, nous ne nous attendions pas à ce que le Premier ministre soit également présent. Permettez-moi de transmettre les salutations très chaleureuses de ma mère. Quand nous parlons au téléphone et qu'elle nous dit au revoir, elle dit toujours qu'elle prie pour nous, pour Viktor Orban. Donc chaque appel téléphonique se termine ainsi. La raison pour laquelle j'ai demandé la parole. Elle a également dit de poser cette question, à quel point nous faisons attention. Et ici, la question s'adresse aussi au ministre de la Justice. Est-ce que les lettres qu'ils envoient arrivent à destination?
parce que ma mère ne l'a pas encore reçu. Elle habite à Elden, donc je ne sais pas si ce n'est pas encore parti, ou s'il y a un problème qui se passe là-bas. Et je suppose qu'elle n'est pas la seule dans ce cas, mais que cela se produit ailleurs aussi. Il faudrait être prudent. Une suggestion serait de vérifier dans notre système d'information existant si la lettre a été reçue, parce que c'est une chose importante. Et puis, l'autre chose, c'est que, bien sûr, ce qui vient de Bruxelles vers nous et le soutien à l'Ukraine, mais aussi tout le reste. Je ne peux pas non plus imaginer que des imbéciles dirigent l'Europe, bien qu'il y ait beaucoup de fous là-bas, vu de loin, mais en tout cas, qui prodeste. Merci beaucoup. Concernant la question technique, peut-être que le ministre de la Justice peut en dire plus que moi. Je suis un juriste autodidacte, mais je ne suis pas aussi qualifié que le ministre. Cependant, je peux certainement dire une chose. Si quelqu'un retire de la boîte aux lettres un envoi qui vous est destiné, c'est un délit. Cela constitue l'infraction légale de violation du secret de la correspondance. Et c'est un délit. Donc ce n'est pas un jeu. Je veux dire à tout le monde que ce n'est pas un jeu. Ni le fait de retirer de la boîte aux lettres, ni d'empêcher la livraison de la lettre au destinataire. Donc nous envoyons également ce message à l'opposition que, seulement calmement, de manière respectueuse des lois. Les règles s'appliquent à tout le monde. Maintenant, en ce qui concerne l'Union, regardez, c'est une chose très intéressante, et si nous n'étions pas 3 ou 4 sur scène, j'en parlerai peut-être plus longuement, mais c'est une grande déception pour nous, n'est-ce pas? Donc maintenant, quand nous pensons à l'Europe, alors je pense que c'est une déception. Eh bien, en 1956, nous avons versé notre sang pour nous débarrasser de l'Union soviétique et des communistes. Pendant la Seconde Guerre mondiale, de nombreux soldats hongrois sont morts, pour qu'à la fin de la guerre, lors du partage, nous ne soyons pas inclus dans la communauté soviétique, n'est-ce pas? Mais que nous appartenions à l'Ouest, à l'Europe. Et c'est ainsi que nous avons vécu l'année 1945. Bien sûr, nos adversaires appellent encore cela une libération, je pense. Nous ne nous en souvenons pas ainsi, mais plutôt que l'une des occupations a été remplacée par une autre, et l'essence de la deuxième occupation était qu'elle nous a détachés de notre communauté de vie naturelle, car nous appartenions à l'Ouest chrétien, fondé sur les bases chrétiennes romaines en termes de civilisation. Et c'est de là qu'ils nous ont séparés. Et nous attendions, et dans notre esprit, je pense que c'était cet Ouest qui vivait aussi. En 1990, lorsque nous pensions que le communisme prendrait fin, des élections libres, les Russes rentreraient chez eux. Nous reprendrions notre place. Nous occuperions à nouveau notre place en Europe de l'Ouest. Et cette Europe nous attendait, celle dont nous avions été séparés en 1945. Et maintenant, regardons où est cette Europe. Parce que ce n'est pas ça. Donc il y a dans notre cœur, dans notre esprit, une déception. Et nous voyons, mais où sont les racines chrétiennes? Où sont le respect pour les ancêtres, les traditions? Où est la sainteté de la famille? Où est la reconnaissance et l'appréciation du travail et des mérites? Donc, problème sur problème. Le fait que nous laissions entrer des personnes venant d'une autre civilisation dans l'espoir qu'elles se mélangent bien avec nous et que cela nous améliore. Où ont-ils appris cela? Pendant que nous étions le bastion du christianisme pour que les chrétiens puissent rester. Donc, tout ce qui se passe actuellement en Europe de l'Ouest, je pense que c'est une déception pour beaucoup d'entre nous. Même en tenant compte du fait qu'ils vivent indéniablement dans de bonnes conditions et qu'ils sont riches. Bien que nous voyons aussi que d'autres parties du monde deviennent plus riches qu'eux et que la compétitivité ainsi que la performance économique en Europe sont désormais à la traîne par rapport à d'autres continents émergents. Donc, nous avons une relation mitigée avec l'Europe actuelle. C'est ici que nous aspirions à être, nous avons toujours appartenu ici. Nous voulions y revenir. Maintenant, nous sommes ici. Et ce n'est pas ça. Et que peut-on faire dans ce cas? L'une des options est de se vexer. Je ne recommande pas cela. Surtout les petits, les grands ne devraient pas se vexer, n'est-ce pas? Donc cela ne semble pas raisonnable. D'autre part, on peut agiter le poing. Eh bien, ne faisons pas cela non plus, car chacun a sa propre vie. S'ils ont fait cela de leur propre pays, alors qu'ils mangent ce qu'ils ont cuisiné. Nous avons une troisième option, puisque nous appartenons à cette communauté. C'est de donner notre avis. Et de dire que nous sommes aussi ici, que nous avons aussi une opinion, que nous avons aussi des valeurs, que nous avons aussi des intérêts, et que nous les défendons. Et nous nous battons pour eux. Et nous cherchons les partis, les dirigeants politiques qui sont, comme nous,
Parce que ce qui se passe là-bas ne fait pas mal qu'à nous. Cela fait mal à bon nombre de personnes en Europe de l'Ouest aussi, à qui on envahit presque le pays. Et puis nous essayons de nous allier avec eux et nous essayons de changer, sinon l'Europe, car chacun doit vivre comme il l'entend, mais nous essayons de changer le système de prise de décision européen pour qu'ils ne prennent pas d'eux. Mauvaise décision à notre égard. Car je ne veux pas dire, bien sûr, et je pense qu'aucun d'entre vous ne veut dire, aux Allemands comment réguler la migration. Eh bien, s'ils pensent que mélanger la culture chrétienne avec une autre, bien mélangée, et qu'à la fin quelque chose de bon en sort, eh bien, c'est leur affaire. Nous pensons que cela semble un peu risqué. Il n'est pas prouvé que de bonnes choses en résultent, et un tel risque ne doit pas être pris, car nous savons exactement qu'une fois que vous avez fait de la soupe de poisson, vous ne pouvez plus en faire du poisson. L'inverse est possible, mais cela ne fonctionne pas dans l'autre sens. Donc, une fois qu'ils sont entrés, ils sont là, et alors ils sont là, et on peut déjà parler de ce qu'ils entendent, que l'islam fait partie de l'Allemagne. Et alors, ils obtiennent la citoyenneté. Donc, à partir de là, il n'y a plus de retour en arrière. Mais je ne veux pas dissuader les Allemands de cela ou dire que c'est mauvais. Je leur demande une chose, ne nous forcez pas à faire ce qu'ils font, car nous avons une vision différente du monde. Donc, je ne veux pas changer l'Europe. Je veux juste que Bruxelles reconnaisse que l'Union européenne n'est pas un empire, où un centre impérial nous dicte comment vivre et ce que nous devons penser. Bruxelles est l'association de pays libres. Et c'est pourquoi ils doivent accepter que nous sommes un pays souverain. Nous avons une voix, nous avons des intérêts, nous les représenterons et nous utiliserons les possibilités légales. On peut me critiquer pour avoir mis un veto, mais je ne mets pas de veto. Je représente l'intérêt des Hongrois. Je ne veux pas empêcher quelque chose, mais je veux que seules les décisions qui sont bonnes pour les Hongrois soient prises. Mais s'ils n'acceptent pas les bonnes propositions et que les leurs sont mauvaises pour nous, alors je dois les empêcher. Donc, ce n'est pas un comportement qui sort de l'ordinaire pour nuire, mais tout simplement une défense des intérêts nationaux. C'est notre devoir. C'est ce à quoi nous avons prêté serment, d'ailleurs, sur la Constitution hongroise, ainsi que pour la défense de la patrie hongroise et le service des intérêts nationaux hongrois. Donc, voilà à quoi ressemble la situation. Maintenant, même si le vent souffle en sens contraire, et que les pays européens semblent être dans cet état, je n'ai pas abandonné l'idée que si les pays européens trouvent la bonne forme de coopération, nous en bénéficierons tous globalement. C'est pourquoi je ne recommande pas de quitter l'Union européenne, car dans une telle situation, nous pourrions aussi faire cela. Et si quelqu'un brandit ce drapeau, je crains qu'il ait même des partisans. Mais je pense que cela ne nous serait pas bénéfique. Aujourd'hui, notre intérêt n'est pas de sortir de là, mais de rester, et de faire valoir les intérêts hongrois. Et c'est ici que j'arrive à votre question. Désolé de répondre si longuement, c'est ici que j'arrive à votre question. Concernant l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne et d'autres affaires, pourquoi le font-ils? Cela fait 10 ans que je débat avec eux sur la migration. Là, je sais pourquoi ils le font, car j'ai passé tellement d'heures à essayer de comprendre, que j'ai pu saisir ce qu'ils pensent. Et croyez-moi, il y a deux. Pensez en même temps. Il y a des gens honnêtes, je vous assure. Des gens qui semblent normaux et honnêtes, qui pensent vraiment sincèrement cela, car ils pourraient autrement perdre leur attachement à la foi chrétienne, car c'est généralement nécessaire pour cela. Ils pensent que s'ils mélangent cette société européenne libérale, consumériste, sécularisée, je crois que c'est ainsi qu'on le dit, avec les musulmans venus de mondes lointains. Alors, en combinant les deux, une nouvelle qualité émergera, et ce sera mieux que ce qui était à l'origine. Il y a ceux qui le croient. Et bien sûr, il y a ceux qui calculent de la manière suivante. Je vais essayer de le dire brièvement. À la fin du XIXe siècle, il s'est avéré qu'en fin de compte, la compétition politique européenne a été décidée par deux camps politiques depuis la fin du XIXe siècle jusqu'à aujourd'hui. L'un est la communauté politique, les partis politiques, qui sont restés dans la tradition chrétienne, disons les partis démocrates chrétiens, et les autres qui en sont sortis. Ils sont devenus des partis progressistes, libéraux, de gauche, modernes. Cela ne signifie pas qu'il n'y avait pas de croyants à gauche, mais la compréhension de la politique n'était pas la continuation de la tradition chrétienne, mais plutôt son dépassement. Effacer complètement le passé. Laissez-moi vous donner un programme politique que nous connaissons tous. Donc, il y a deux. Tradition en Europe depuis la fin du XIXe siècle. La tradition qui reste dans la tradition chrétienne et veut la continuer, et celle qui veut la dépasser. Et ceux qui veulent la dépasser, appelons-les pour simplifier la tradition libérale ou libérale de gauche, ceux qui veulent dépasser l'Europe chrétienne pensent que nous allons maintenant
laisser entrer les migrants. Ils sont musulmans. D'abord, ils restent ici. Ensuite vient le programme d'intégration. Ils obtiennent le permis de séjour. Puis ils obtiennent la citoyenneté. C'est ce qui se passe actuellement en Allemagne. Cela se passe en ce moment même. Ensuite, ils obtiennent le permis de regroupement familial. Et ces personnes ne voteront jamais pour la force politique qui veut maintenir, disons, l'Allemagne ou leur propre pays dans la tradition chrétienne européenne. Donc, ils rassemblent des électeurs, des personnes dont ils pensent qu'elles feront pencher cette compétition qui dure depuis la fin du XIXe siècle entre ceux qui restent fidèles à la tradition et ceux qui l'abandonnent en leur faveur. C'est la deuxième raison en ce qui concerne l'Ukraine. C'est pourquoi il y a l'exemple de la migration. En ce qui concerne l'Ukraine, il y a des calculs de grandes entreprises qui indiquent qu'elles en tireront profit, comme les Américains ont finalement réussi à extraire des Ukrainiens ce qu'ils estiment leur revenir. Selon eux, selon les Américains, ils pensent que les entreprises d'Europe occidentale seront également assez fortes pour extraire cela et qu'elles en tireront profit. Et je n'exclus pas qu'il y ait un pays d'Europe occidentale, surtout un qui est bien loin de l'Ukraine, qui pourrait même en tirer un bénéfice économique. Disons un pays qui verse de l'argent à l'Union européenne, car il ne versera pas cette somme ici, qui nous revient, mais ailleurs. Mais que nous, les Européens centraux, en souffrirons tous sans exception. J'en suis absolument certain. Nous n'avons pas d'entreprise capable de conclure avec les Ukrainiens des accords à l'américaine, comme vous avez pu le voir. Donc, je dois dire que derrière la position ukrainienne et la position européenne concernant l'Ukraine se cachent aussi des sommes d'argent importantes. Je pense qu'il vaut la peine d'en tenir compte. Maintenant, en ce qui concerne pourquoi la famille n'est pas respectée. Puisque nous sommes sur ce sujet, nous devons également prendre cela au sérieux. Donc, ici non plus, les méchants ne sont pas majoritaires. Je n'oserais pas l'affirmer. Ceux qui veulent délibérément détruire quelque chose de bon, par exemple la sainteté de la famille, qui est selon nous la structure la plus souhaitable de la vie humaine. Il y en a sûrement aussi, mais une grande partie d'entre eux ne sont pas comme ça. Mais ils pensent tout simplement que, et cela a une longue évolution dans la société européenne, que c'est le point de départ, que la famille. Ils disent aussi que c'est l'oppression. Non, je ne sais pas. Enfin, je l'ai rencontré. La famille est l'oppression. Ils parlent de la violence domestique. Les hommes exploitent les femmes. Les enfants doivent subir une éducation autoritaire, au lieu d'une éducation libre. Donc, il y a vraiment de grandes masses de gens, et leurs partis politiques qui pensent que la famille appartient au passé, comme le féodalisme. Il est temps de passer à autre chose. Il faut dépasser cela. C'est une limite à la liberté individuelle. Et j'ai beau leur dire, écoutez, ce que vous pensez, être la solitude, ce n'est pas ce qu'on appelle la liberté, mais la solitude. Ce n'est pas. Vraiment, je ne le dis pas bien, je pense. Ils ne le croient pas. Non, ils ne comprennent pas de quoi nous parlons. Donc, je dois vraiment dire que lorsque nous voyons qu'ils soutiennent la Pride et que ces drapeaux arc-en-ciel apparaissent, ainsi que ces défilés horribles sur les avenues principales, ils ne voient pas ce que nous voyons. Nous voyons quelque chose qui nous provoque des sentiments négatifs. Eux, ils voient la liberté. Maintenant, est-ce que cela prendra fin? Eh bien, nous ne le savons pas. Bien sûr, car nous ne sommes pas des prophètes. Et le christianisme a vacillé de nombreuses fois. Et maintenant, je ne parle même pas des questions de foi, n'est-ce pas? Parce que lorsque nous parlons de christianisme hongrois, cela signifie deux choses à la fois. La foi personnelle et les enseignements chrétiens. La foi est telle que si une personne a de la chance ou a été bien éduquée par ses parents, si sa vie s'est bien déroulée, elle la trouve, parfois la perd, puis la retrouve. D'une manière ou d'une autre, elle se réorganise. Nous ne pouvons rien dire à ce sujet, car c'est une affaire personnelle pour chacun. Mais le christianisme est aussi un système d'enseignement. Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est mauvais? Donc, ce n'est pas la première fois que l'Europe se trouve dans une situation où le système d'enseignement chrétien est ébranlé, où les gens, pour une raison, ne veulent pas suivre ces enseignements. Cela arrive, cela s'est déjà produit. Et je ne sais pas comment cela se passera maintenant, mais je sais que jusqu'à présent, le bon Dieu nous a toujours aidés. À la fin, et les choses ont fini par se rétablir. Nous verrons mercredi ce qui se passera à Rome. Nous questionnons à l'arrière et devant. Allez-y, sans hésitation. Je suis Madame Xonane, la représentante locale du 2e district, et concernant ce qui a été dit, je pense que nous sommes nombreux ici à être d'accord avec la grande politique et je vous remercie également. Mais je vais oser être impertinente.
et orienter la discussion vers une affaire locale. Faire du lobbying. Pour Rakev, pour le château de Savoie. Ce château se trouve dans le 2e district où je suis représentante. Et je voudrais remercier au nom de la ville pour l'élaboration des plans. Malgré de nombreuses difficultés, le gouvernement a alloué des fonds à cela. Et comme ce n'est pas une petite affaire, le nom de Savoyer. Hildebrand n'est pas seulement associé à Rakev, mais aussi aux personnalités historiques de la Hongrie et de l'Europe. J'ose demander qu'il continue à penser à nous, avec affection, et que la rénovation soit réellement achevée, et que ce château soit ouvert. Merci, et j'ai osé le faire parce que, même si ce n'est pas lié au sujet, nous avons rarement une telle opportunité. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je ne sais pas exactement comment régler cela. Mais je sais exactement qu'un bon représentant pourra beaucoup aider. Je suis Antal Varsany et je viens de Domsöd. J'ai aussi participé à la République, à un moment donné. Et je voudrais remercier Monsieur le Premier ministre d'avoir volé pour nous une maison de santé. Je voudrais remercier. Je l'ai déjà dit à Caroline. Je voudrais remercier d'avoir volé pour nous une rive du Danube. Il se souvenait d'être venu jouer au football ici et il a promis de participer ici et il l'a fait. Je voudrais remercier pour la rénovation de 2 églises. Je voudrais remercier pour la construction d'une nouvelle église catholique et tout cela avec le soutien de l'État. Donc, moi, pour ces petites pièces qui l'accusent injustement, je dis toujours de regarder un peu autour de vous et vous verrez déjà le. Merci beaucoup, Emma. Merci beaucoup pour ce que vous avez dit sur leur... C'est difficile, c'est une chose difficile, car nous sommes au-delà des frontières du bon sens. Donc, si nous parlions de ces questions avec bon sens, il serait facile de réfuter toutes les absurdités. En quelques minutes, disons que sur la question du vol, on pourrait dire 2 choses, et alors nous serions à peu près en ordre. La première, c'est que depuis 2010, depuis que le gouvernement actuel est en place, nous avons doublé le patrimoine de l'État hongrois. Nous l'avons doublé, y compris la réserve d'or, y compris le rachat de l'aéroport et de nombreuses choses construites. Donc, depuis 2010, le patrimoine public de l'État hongrois a doublé. Il n'a pas été volé, mais il a doublé. Première affirmation. La deuxième, comment diable pourrions-nous payer le plus grand système de soutien familial d'Europe? Si l'argent avait été volé, eh bien, nous pouvons le payer parce qu'il est là. Ce qui, bien sûr, n'implique pas qu'à un moment donné, dans un cas concret, quelque chose de mauvais ne soit pas commis. Cela arrive, mais ici, l'important est de parler clairement. Les règles s'appliquent de la même manière à tout le monde, qu'il soit au pouvoir ou non, qu'il soit beau ou non, qu'il soit intelligent ou stupide, qu'il soit riche ou pauvre. Les règles s'appliquent de la même manière à tout le monde. Et s'il veut l'argent, il doit être emprisonné. Bonne journée. Voilà la situation. Donc, si on pouvait parler raisonnablement de ces choses, c'est à peu près tout ce que nous pourrions dire. Mais on ne peut pas en parler raisonnablement, car nous vivons maintenant dans un monde. Est-ce que cela vient de vers d'un malaise pan-européen, ou du sol hongrois, ou de la friche hongroise? Je ne peux pas le dire, mais il y a de l'agitation, de l'incitation et de la provocation. Il y a une force politique qui ne fait rien d'autre que provoquer, inciter et agiter. Cela trouve toujours incertain, terreau, surtout si l'économie ne décolle pas comme elle le devrait. C'est ça, c'est le défi politique auquel nous devons faire face. Trouverons-nous suffisamment de personnes sensées, calmes et capables de dialoguer en Hongrie avec qui nous pourrons discuter de l'avenir du pays? Si nous trouvons autant de personnes de bonne volonté, alors nous gagnerons les élections. Si les agitateurs prennent le dessus, alors non. Il est toujours plus facile d'agiter que de parler intelligemment. Mais c'est notre croix, c'est ce que nous devons porter. C'est faisable, j'ai un plan pour cela, mais ce n'est pas pour cela que nous nous sommes réunis pour discuter de comment gagner et comment renverser l'adversaire. Donc, j'ai une idée à ce sujet, mais ce n'est pas une réunion électorale classique, mais il est certain que cela ne se fera pas sans combat et sans lutte.
Nous devons protéger le pays contre l'incitation, la provocation et la sédition, car nous savons très bien que derrière cela, il n'y a pas un intérêt hongrois, mais un intérêt étranger. Renverser le pays, l'affaiblir, installer un gouvernement marionnette de Bruxelles sur notre dos et leur faire accepter tout ce que nous avons difficilement repoussé, refusé et écarté au cours des 15 dernières années. C'est de cela qu'il s'agit. Si nous ne pouvons pas bien expliquer cela aux gens, étant donné que nous vivons en démocratie, alors ce sera serré. Si nous pouvons bien l'expliquer, alors ce sera comme d'habitude. Voilà où nous en sommes. Je suis Tibor Dick, le maire de la ville. Je salue avec grand respect et affection Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre, Monsieur le député et le secrétaire d'État adjoint, Madame Istvan, citoyen de Rakev. Je suis ingénieur, donc peut-être naïf, et inexpérimenté en droit, mais cela fait longtemps que je suis préoccupé par l'idée que Bruxelles enfreint de nombreuses règles qu'elle a elle-même établies, même à notre encontre. Serions-nous vraiment sans espoir devant une éventuelle Cour européenne? Si nous voulions, par exemple, poursuivre Bruxelles en justice ou engager une procédure contre eux, vers notre propre intérêt. Cela ne, mais cette idée me préoccupe depuis longtemps. Merci beaucoup. Eh bien, je rejoins la GPK. Nous avons aussi une mairie et nous aimerions y retourner d'ici la fin du mandat. Car nous sommes peut-être la dernière municipalité à être dans la mairie communiste et non dans notre bâtiment Art Nouveau. Merci beaucoup. Juridiquement, derrière chaque bataille juridique, il y a la politique, souvent bêtisée en termes juridiques, et c'est là que le combat politique doit être mené. Parfois, les règles européennes sont interprétées différemment. Mais nous agissons et allons à la Cour de justice de l'Union européenne. Par exemple, dans le cas d'Omnium, où nous devons payer ce fameux million d'euros, ainsi que beaucoup d'autres sommes d'argent qu'il faut encore payer. Eh bien, c'est un jugement définitif, un jugement de la Cour européenne. Cependant, nous, les Hongrois, ne sommes pas du genre à ne pas trouver quelque chose qui nous permettrait de nous tourner vers Bruxelles. Eh bien, il existe une règle bruxelloise, une règle de l'Union européenne, selon laquelle si une institution européenne cause un préjudice à un pays, dans ce cas par exemple à nous, parce qu'elle n'a pas respecté certaines règles au cours de la procédure, elle doit alors indemniser le pays. Et la Cour de justice de l'Union européenne fait partie du système institutionnel européen. C'est pourquoi nous poursuivons maintenant la Cour de justice de l'Union européenne, en rapport avec son jugement, afin qu'elle paie à la Hongrie le préjudice qu'elle nous a causé par son jugement. Si quelqu'un est instruit, il agit ainsi. Mais il y a aussi des personnes moins instruites. Moi, j'ai l'habitude d'attendre ces moments où une décision unanime est nécessaire. Et je dis que c'est très bien, je suis prêt à coopérer. Coopération loyale, coopération constructive. De notre côté, nous sommes prêts. Qu'en est-il de l'autre côté? Eh bien, c'est pour cela que, bien qu'ils aient bloqué ou fermé l'accès à la Hongrie, selon mes souvenirs, 32 milliards d'euros devraient lui revenir du budget de 7 ans. Ils disent qu'ils l'ont suspendu. Essentiellement, ils voulaient le prendre, mais 13 milliards sont déjà sur notre compte. D'une manière ou d'une autre, car la raison finit toujours par triompher. Donc, il y a la lutte juridique astucieuse qu'il faut aussi mener, mais d'un autre côté, il se peut que nous ne soyons pas un grand pays et que nous ne puissions pas opposer notre volonté immédiatement et d'un seul coup, mais nous menons aussi un combat politique. C'est un autre métier que celui des avocats, où il faut attendre les moments où quelqu'un a besoin de gagner notre soutien. Et alors, nous nous asseyons et nous disons, là-bas, ils disent que c'est un fair deal. Asseyons-nous, mettons tout sur la table. Que veux-tu? De quoi avons-nous besoin? Je t'aide ici, et toi, aide-moi là. Je veux juste dire que si tu es un soldat de Bruxelles ou un agent de Bruxelles, tu ne penseras jamais de cette façon. Tu reçois l'ordre qui t'assied, tu l'exécutes. C'est pourquoi je dis, je ne suis pas en train de manquer les gens contre Bruxelles. Je veux juste dire que si ce ne sont pas des gars nationaux courageux, pour ne pas utiliser une expression plus populaire, qui dirigent le pays, et que ce ne sont pas eux qui mènent la diplomatie, disons comme quelqu'un de la CIA, pour donner un exemple, alors ils nous effaceront de la surface de la Terre, nos intérêts ne seront même pas entendus, ils ne seront écoutés que si quelqu'un se tient derrière avec tout son poids, son pouvoir, son droit de vote, tout, et dit que le processus doit s'arrêter, et alors nous en discutons, et alors lentement mais sûrement. C'est pourquoi j'ose vous dire que même s'ils ont bloqué l'autre maquis, je raille sous.
Bonjour. Je demanderai au ministre, au Premier ministre, ainsi qu'au ministre, ou plutôt au gouvernement uni, de donner aussi au peuple une inclination pour les affaires populaires, car il demande toujours que cette élection qui a lieu maintenant soit pour le vote. Tout le monde doit échanger ce petit X ou le papier, n'est-ce pas? Il veut au moins, si rien d'autre, protéger le pays de la guerre à tout prix, car j'ai vécu une guerre. Et bien sûr, à l'époque aussi, quand les jeunes hommes, ils n'aiment les marier. Tout était ruiné dans la famille pour que cela ne se reproduise pas. C'est pourquoi nous avons travaillé à Bruxelles. Et bien sûr, il faudrait protéger les Hongrois en Ukraine, à tout prix. C'est ce que je voudrais demander. S'il y a encore une question, avec plaisir, et ensuite je répondrai si nous sommes d'accord. Bien, merci. Je suis là, Josa Bolé. Entre 1999 et 2008, j'ai un peu aidé Florent Juaz à l'époque. En fait, à vrai dire, dans l'élaboration de la branche d'assurance accident. Mais ma question est la suivante. Monsieur Vedder a dit aujourd'hui quelque chose comme « Vedder, comment pourrait-on essayer de développer un moyen de contourner le fait qu'il faille à 100%, c'est-à-dire le soutien de tous les pays. Y a-t-il un plan B? Si Weber parvient à le faire passer? Oui, ce n'est pas mon préféré. Nous allons aussi au troisième. Puis, il cédera. Bonsoir. Bienvenue, Monsieur le Premier ministre. Nous sommes très heureux que vous soyez venu. J'aimerais poser une question. Giorgia Meloni était chez le président Trump avant les funérailles du pape au Saint-Siège et elle a dit qu'elle rendrait l'Europe à nouveau grande et elle s'engage à le faire. A-t-elle une chance de réussir? Parce que, vous savez, face à Bruxelles, a-t-elle suffisamment de chance pour pouvoir s'engager à cela? L'autre conversation téléphonique que j'ai eue en venant ici, dans la voiture, était justement avec Madame la Première ministre Meloni. Je n'ai pas seulement appelé Bruxelles, mais aussi Rome. Donc, je vous dis cela, simplement pour vous informer que j'ai un contact direct avec Madame la Première ministre, italienne, que le Fidesz soutenait déjà à l'époque où elle était à 4%, c'est-à-dire 4%, dans les sondages en Italie. Et à l'époque, nous pensions qu'elle pensait, disait, et représentait quelque chose de courageux, et qu'elle réussirait. Et nous avons toujours coopéré avec elle. Pour diverses raisons, elle est maintenant dans une alliance de partis appelés les conservateurs européens, tandis que nous avons créé les patriotes. Dans l'alliance des partis conservateurs européens, il y a plusieurs partis qui sont plus à gauche que nous, avec lesquels nous aurions eu des désaccords. C'est pourquoi nous n'avons pas rejoint cette alliance, mais avons créé une autre alliance internationale de partis. Les Autrichiens, les Tchèques et nous, les Patriotes, qui formons le troisième plus grand groupe parlementaire européen, nous rejoignent régulièrement, donc cela grandit. Mais c'est notre groupe parlementaire, c'est notre groupe international qui collabore avec le parti de Madame Meloni sur les questions les plus importantes, comme le prix de l'énergie. Ou la migration, n'est-ce pas? Donc, votre question est finalement de savoir si l'Italie, qui a une population 6 fois plus grande que celle de la Hongrie, avec ses 62 millions d'habitants, a effectivement plus de poids dans ses paroles. C'est vrai. Peut-elle provoquer un changement à Bruxelles? Je pense que celle, non. Mais il y a de bonnes chances que le nombre de premiers ministres qui veulent du changement augmente, lentement, et qu'elle les dirige probablement, car elle est le plus grand pays et un membre fondateur de l'Union européenne. L'un des 6 États fondateurs de l'Union européenne. Donc, elle a aussi un statut spécial. Donc, je vois une bonne chance pour cela. Nous parlons d'une femme combative et très intelligente, qui est capable de, lentement mais sûrement, à la manière italienne, comme on le fait avec les spaghettis, donc en remuant, et à la fin, cela aboutira à une coopération de plus en plus patriote et conservatrice, et nous pourrons agir ensemble à Bruxelles sur des questions importantes. Nous avons déjà eu une coopération sur des questions qui étaient vitales pour la Hongrie.
Nous lui en sommes reconnaissants et il y a eu des moments où ils avaient aussi besoin d'aide. Et bien sûr, les cavaliers hongrois sont toujours prêts à aider dans ces cas-là. Donc, cela avance bien, je pense que cela avance bien et elle a de bonnes chances. Son point faible est que, bien qu'elle mène actuellement une politique économique réussie, ses prédécesseurs ont accumulé pour l'Italie une dette publique représentant environ 130% de leur performance nationale annuelle totale, ce qu'on appelle le PIB, alors que nous en avons 72. Vous pouvez l'imaginer. Donc, le remboursement de cette dette, le paiement des échéances annuelles, est difficile pour elle sans Bruxelles. Elle est donc, vraiment, bien que ce ne soit pas surprenant, plus dépendante de Bruxelles que nous. C'est pourquoi sa marge de manœuvre politique n'est pas aussi large que la nôtre. Mais nous parlons d'une femme chrétienne courageuse, qui connaît bien la situation, et je pense qu'elle réussira à obtenir ce qui peut être bon pour l'Europe, et j'espère que nous serons à ses côtés et que nous réussirons ensemble. Si vous le permettez, alors comment éviter les questions nécessitant l'unanimité? Deux méthodes ont été envisagées pour cela. La première est celle dont ils ont déjà discuté cet après-midi. Elle est très dangereuse, car c'est une voie juridiquement praticable. Elle comporte un risque politique, mais elle est juridiquement praticable. En effet, lorsqu'ils veulent dire que les Slovaques et les Hongrois ne devraient pas acheter de gaz à la Russie, cela peut être réalisé de deux manières, par deux voies juridiques différentes. L'une des façons est de dire qu'il s'agit d'une sanction, et les règles relatives aux sanctions exigent que les 27 premiers ministres l'approuvent à l'unanimité. Ici, il y a unanimité, mais il est aussi possible de ne pas soumettre la question au Premier ministre et que la Commission prenne des décisions de politique commerciale de son propre chef. Donc, elle ne dit pas qu'il s'agit d'une sanction, mais que vous pouvez importer du gaz russe, avec un droit de douane de 228%. Bonjour. C'est dangereux. Donc ici, nous devons nous ressaisir, retrousser nos manches, comme le montre la série d'appels téléphoniques d'aujourd'hui, pour empêcher cela, mais ils sont dans une meilleure position ici, ils peuvent nous contourner. Maintenant, si nous avons clos cette question, il y a une autre question, à savoir si, là où l'unanimité des 27 États membres est requise, ils peuvent quand même contourner l'unanimité d'une manière ou d'une autre. La réponse est qu'ils ne peuvent pas la contourner. Donc, dans le traité de base, il est écrit que l'unanimité est l'unanimité. Ils ont un autre plan là-bas. Ils sont rusés, donc nous aussi, bon, mais nous ne sommes pas en reste. Non plus en matière de ruse. Leur plan est qu'il existe une possibilité de suspendre le droit de vote d'un État. Dans certains cas, si le droit de vote est suspendu, alors l'unanimité n'a plus besoin de lui. Et comme la suspension se fait de manière à ce que celui qu'ils veulent suspendre est accusé de violer les valeurs européennes ou d'autres accusations générales, aussi vagues et terribles, celui qui est accusé ne peut pas voter, mais parmi les 26 autres, il doit y en avoir au moins un pour empêcher cela. C'est pourquoi l'alliance polono-hongroise était importante. Tant qu'il y avait un gouvernement chrétien en Pologne, il y avait une protection, mais c'était une alliance. Les Polonais ont été menacés, nous avons dit de suspendre, de faire attention. Quand c'était notre tour, les Polonais ont dit la même chose, s'il vous plaît. Maintenant, nous avons perdu les Polonais. Il y a eu un tournant à gauche en Pologne, donc j'ai dû chercher de nouveaux alliés, ou plutôt la Hongrie a dû chercher de nouveaux alliés. J'ai accompli ce travail, c'est que je suis assis ici calmement. Et puis il y avait encore une chose, c'était la guerre. Si vous le permettez, j'aimerais brièvement ajouter un commentaire sur la guerre, en accord avec vous. Donc, dans le monde d'aujourd'hui, le type de guerre que nous avons appris dans les livres d'histoire, où deux pays se disputent sérieusement, l'un déclare la guerre à l'autre, puis il perd patience et attaque. Cela n'existe plus maintenant, donc le danger de guerre est beaucoup plus imprévisible qu'auparavant. C'est pourquoi, peu importe l'état d'une série de négociations, si dans votre voisinage, et c'est le cas actuellement pour la Hongrie, il y a une guerre, c'est un danger. Là-bas, la lumière rouge doit clignoter dans la tête, car on ne peut pas savoir si l'escalade, l'expansion, la propagation se produira ou non. Et cela ne dépend pas de vous si cela se propage davantage. Vous pouvez vous comporter de manière tout à fait normale, être totalement équitable, et pourtant, la situation peut évoluer de telle sorte que vous vous retrouviez soudainement en guerre. Donc, si la guerre est proche de vous, elle peut vous atteindre. C'est pourquoi vous avez tout à fait raison de dire que c'est aussi mon attente. Actuellement, je suis le Premier ministre. Mais j'ai aussi cette attente envers le gouvernement hongrois qu'il fasse tout ce qui est en son pouvoir pour que la Hongrie ne soit pas entraînée dans la guerre, n'entre pas en guerre.
et ne soient pas poussés dans la guerre. Parce que Bruxelles veut nous y pousser, depuis février 2022, ils essaient de nous entraîner dans la guerre. Ils parlent de la guerre, comme si c'était leur guerre. Je suis assis parmi eux, 27 premiers ministres, et ils parlent comme si c'était leur guerre. Sont-ils en train de gagner ou de perdre? Et on a l'habitude de dire que ce n'est pas notre guerre. C'est une guerre fratricide entre deux peuples slaves frères, dont nous devons nous occuper, mais ne parlons pas de cela comme si c'était notre guerre. Nous n'y sommes pas impliqués, mais eux le sont. Ils sont déjà impliqués mentalement, spirituellement, financièrement et dans l'envoi d'armes. Eh bien, leur plus grand problème, je ne veux pas ouvrir un nouveau débat ici. Je m'excuse de parler longuement, mais leur plus grand problème est qu'ils ont perdu la guerre. Eh bien, ils ont déclenché une guerre en Ukraine contre la Russie. La Russie a lancé une guerre contre l'Ukraine qu'ils ont utilisée pour se lancer contre les Russes. Et ils l'ont perdue. Donc, aujourd'hui, pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, des pays européens perdent une guerre. Cela s'appelle une guerre par procuration. Une guerre par procuration signifie que je n'y vais pas, mais j'influence les parties combattantes. Les partis en guerre là-bas se battent à ma place. Donc, au minimum, c'est une guerre par procuration, sinon directe. Ils financent, ils forment les soldats, ils fournissent les cibles aériennes, ils opèrent le système de guidage, ils collectent les informations pour l'armée ukrainienne depuis le ciel. Ils sont impliqués jusqu'au cou. C'est leur guerre. Et cela comporte d'énormes dangers. Sans parler du fait que l'une des parties en guerre est une puissance nucléaire. Donc, je suis d'accord avec vous, il se peut que nous ne puissions pas dire exactement si demain matin ou demain soir. Il y aura un danger de guerre très sérieux, et de toute façon, nous sommes constamment en danger de guerre. Donc, ce n'est pas seulement ce que vous dites, en plus que la guerre a bouleversé la vie des familles, et qu'une guerre entraîne cela, mais même ainsi, sans que nous, les Hongrois, soyons impliqués. Même ainsi, en 3 ans, à cause de cette guerre, l'économie hongroise a perdu 20 milliards d'euros. 20 milliards d'euros. Sans parler du fait que des Hongrois sont morts dans cette guerre, car les Hongrois de Transcarpathie sont enrôlés. Des citoyens hongrois meurent aussi dans la guerre. Nous connaissons leurs noms, nous leur envoyons de l'aide, aux veuves. Donc, des Hongrois meurent dans cette guerre, ceux qui ont été enrôlés dans l'armée ukrainienne. Ce n'est donc pas quelque part loin, sur un autre continent, ce n'est pas à la télévision. C'est ici, à côté. Et si les dirigeants européens ne font pas attention, de mauvaises décisions, et la guerre est déjà à la frontière hongroise. Je suis donc profondément d'accord avec vous sur le fait que nous n'avons pas simplement besoin de politiciens intelligents, mais de dirigeants qui nous garantissent qu'ils ne mèneront pas le pays dans cette guerre. Ils résistent, ne donnent pas d'argent, ne fournissent pas d'armes, n'envoient pas de soldats, mais protègent la Hongrie. Donc, si possible, si vous vous présentez aux élections, vous pouvez compter sur moi. C'est pourquoi avait renommé cela la guerre mondiale, en l'année 89 du coronavirus. Longue vie à vous. Mesdames et messieurs, nous approchons de la fin de la soirée des surprises, mais ne nous levons surtout pas encore, car de nos jours, sans selfie, à ma connaissance, il n'y a rien. C'est pourquoi restons ici pour un selfie collectif. Le ministre va même nous aider à organiser le terrain.